I'm talking about it. I'm yelling out. I'm shouting down. I'm screaming out loud. I don't want no complications. I don't need no obligations. I can't have no situation, but I still want you around. Yeah, still want you around. People say I'm emotionally unavailable. Yeah, you know what I mean. Pourquoi Newcastle? Pourquoi les dieux de la vague? Je suis allé en Australie en 2001 et j'étais en train de réaliser un film, Le Surfeur, et en faisant ce film, j'ai dit à mon ami qui travaillait avec moi que je voulais faire un film avec des surfeurs adolescents. Et je n'avais que cette idée. Je pensais à Los Angeles, San Diego, quelque chose comme ça. Il me dit « Non, non, tu dois aller à Newcastle. C'est une ville à environ 2 heures au nord de Sydney. C'est très beau, il y a aussi un décor industriel. Et autrefois c'était la ville de l'acier, maintenant elle ne l'est plus, tout a changé. Tu dois la voir. » Ok, donc nous allons là-bas en une semaine. Et évidemment, comme mon nom de famille est Castle, j'ai pensé que tout irait bien. Et j'ai grandi dans une ville dans le Delaware aux États-Unis nommée Newcastle. J'ai grandi dans la région de Newcastle. Donc Castle, la région de Newcastle et la ville de Newcastle, tout ça faisait sens. Donc je suis allé de nuit là-bas, et alors que nous roulions à travers la ville, j'ai vu ces signes et d'autres pancartes qui disaient « Castle, Newcastle, ici les alcools de Newcastle, la laverie de Newcastle, etc. » Je trouvais ça plutôt drôle. Et le lendemain matin, nous sommes réveillés, nous sommes allés près de la plage, et nous avons fait un tour pour observer le surf, pour voir s'il y avait des vagues. Et j'ai aperçu cette immense piscine, et je n'y croyais pas. C'était incroyable. Vous avez cette piscine gratuite à côté de la plage de surf, qui a des vagues incroyables. J'ai pensé que c'était le paradis. Et ensuite, je suis allé voir de l'autre côté de la ville, et j'ai vu ce décor industriel que l'on appelle les navires à charbon. C'était les restes de l'industrie de l'acier, et au-dessus, il y avait des péniches à charbon, ces gros bateaux qui emmènent le charbon en Chine, en Russie, partout dans le monde. Et pour moi, c'était une belle métaphore pour un jeune qui essaye de s'évader d'une petite ville Son émancipation est bloquée par l'industrie qui domine sa ville. Et immédiatement, dans ma tête, j'ai entreaperçu l'histoire, la trame, avant la fin de la semaine. J'ai pensé aux personnages, la dynamique entre les frères, dans quelle rue exactement ils vivraient. La maison de Victor, celui chez qui il tape à la porte, à la recherche de sa petite fille et de sa femme. Elle se trouvait 3 maisons plus bas de celle où nous logions la première nuit. Donc l'intégralité du film m'est venue en à peu près 2 jours, dans mon esprit. Hey. Go home, Victor. Ensuite, il a fallu 5 ans pour trouver l'argent. Parce que je ne suis pas australien, je suis un citoyen américain. Et le fait d'être à la fois l'auteur et le réalisateur du film, c'était un énorme problème pour les parts de financement des investisseurs australiens. Ce qui fait sens. Donc nous devions nous confronter à la politique et analyser le système, tout le temps, pour prouver la pertinence de l'histoire. Son caractère australien, car une histoire qui se veut australienne est méprisée si elle a été écrite par un Américain. Et finalement, nous avons reçu des financements de la part d'une entreprise japonaise. Et ajouté aux fonds donnés par le gouvernement australien, nous avions assez pour faire le film en 2007.
L'idée originale est venue en octobre 2001. Cela fait 6 ans. La ville de Newcastle est en effet toujours présentée comme le personnage principal, de différentes manières. Elle détermine chacun des personnages, les relations qu'ils entretiennent entre eux et avec la ville et le monde. J'ai eu beaucoup de discussions à propos du titre avec des Australiens, des investisseurs et mon partenaire de création, les producteurs. Pourquoi le titre original est Newcastle? Pourquoi pas La Dernière Vague ou La Course de Jesse? J'ai répondu non parce que pour moi, ce film concerne le lieu et comment il affecte les personnages. Maintenant, il est sûr que la ville de Newcastle a des problèmes, en dehors de ses protagonistes. Cependant, comme ils y vivent, ils ressentent leur ville et la manière dont ils veulent en être les protagonistes. Donc finalement, lorsque le film a été fait, il est sorti, il a eu beaucoup de controverses. Mais ce n'est pas ma ville, ce n'est pas Newcastle. Ma ville a une université. Nous avons des industries. Je ne sais pas, des marchandises, des professionnels. Ce n'est pas qu'une classe ouvrière et des surfeurs, non. C'est assurément une part de la communauté. Je pense que la vie des surfeurs est atypique, la manière dont ils vivent et évoluent ensemble, ce vers quoi j'allais ensuite. Parce que dans le surf, le lieu où tu surfes, les temps de surf, la ville, la plage sont très importants. Surtout en Australie, vu que les choses peuvent être dispersées. On peut trouver des surfeurs pratiquant une discipline spéciale. Ils vont surfer à Newcastle. Ce sera différent que de surfer à la plage de Merriweather, ou de surfer à Sydney par exemple, ou plus au nord. Pour les surfeurs, le lieu est essentiel, et ça détermine leur personnalité. Comment ils surfent, pourquoi ils surfent, tous ces trucs. Donc pour moi, la ville était toujours un personnage principal. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu nommer ce film Newcastle dans la langue américaine et australienne. Parce que la ville elle-même est inspirée du film entier. J'ai toujours pensé que ce n'était pas un film que je pouvais tourner autre part. Je ne pouvais le réaliser, comme il était écrit, que dans cette ville. Nous avons trouvé l'interprète de chacun des personnages très rapidement, sauf pour le personnage leader, Jesse. Lachlan Buchanan est venu tardivement dans le processus. Ce qui est arrivé, c'est que Kirk Jenkins est venu pour le rôle de Jesse, mais je le voyais plus comme le personnage d'Andy. Il est venu au premier rendez-vous du casting, et Xavier Samuel, qui joue Fergus,
Il était le dernier garçon à passer au premier casting. Puis Ben Milliken et Rebecca Bridges sont venus le même jour, c'est-à-dire le deuxième jour du casting. En fait, Israel Kanan a fait son audition devant la caméra, donc j'avais déjà le noyau des jeunes personnages très vite, en 2 ou 3 jours. Le personnage de Debra a mis du temps à être trouvé. En fait, avant d'y être, je connaissais déjà l'actrice Debra. Debra Hades. Je l'ai recrutée directement pour être dans le film. Elle n'avait jamais joué. Et depuis, elle est mannequin, elle est actrice, elle a étudié pour devenir une actrice. Pour elle, c'était un changement total dans sa vie. Ensuite, le personnage de Victor, Reshad Strike, avait déjà lu le script depuis son agence, à Los Angeles. Et son agent m'a contacté pour me dire qu'il avait le garçon pour jouer Victor. Et à l'époque, je voyais d'autres acteurs pour le rôle. Je ne savais pas qui était Reshad. On s'est rencontrés à Bondi Beach, en Australie. Quand il était en ville, nous avons eu une adorable conversation. Et j'ai dit, je pense que tu es un type bien, tu es très séduisant, tu es un vrai acteur. Mais je pense que tu es un peu trop gentil pour jouer ce personnage. Je veux qu'il éprouve une grande rage, une attitude dure. Qu'il soit un peu malmené par la vie. Il a répondu, « Ok, je peux jouer Victor, je suis Victor. » J'ai répondu, « Ok, quand il sera temps, je t'auditionnerai, et on verra. » Puis il a fait son audition, et c'était si vivant, si proche de la culture propre, de la psychologie d'une personne perturbée, dans le monde du surf. Ils pensaient qu'ils allaient vivre toute leur vie en fonction du surf. Et très jeune, ils se retrouvent stoppés par une blessure et handicapés par une petite amie enceinte et des responsabilités que ça entraîne. Il éprouve tellement cela en même temps qu'il grandit avec la communauté des surfeurs et il surfe lui-même. Il sait sur quoi reposent ses valeurs. No. Nathan stuffed me off. Billy's already giving me shit about Rip getting in over you. Fuck Ripley, I'm better than he is. Danny's a fucking dickhead. Danny's a dickhead. Weren't even there, you fucking loser. Fuck was that, you little shit? Fuck! Get off me! Mate, call me a fucking loser, huh? Yeah, you're a fucking loser. Oh, I'm gonna play a little game of fucking Jesse typewriter. E-double-S. Think, oh, I spelled it wrong. Fucking ding, ding, Victor! How'd you like that one? Get off me, Victor! Victor, get off! Dad. Fuck Victor, off! get off! Just get off! Grow up! You want to go, Reggie? Just get out! Fucking go, huh? Go downstairs and chill out! Go on! Donc j'avais tous les personnages fondateurs à l'exception de celui de Lee. Et je crois que nous avons auditionné au moins 100 personnes dans toute l'Australie. Le problème était que je voulais que les acteurs qui jouent les surfeurs soient surfeurs eux-mêmes. Donc trouver quelqu'un qui jouait et surfait à l'âge de 19, 18, 20, 17 ans, quelque chose comme ça. Et il pouvait faire 17 ans. C'était assez difficile. Je pensais que ça allait être facile, que j'allais avoir un grand choix de sélection, et ce n'était pas le cas. Cela tient au fait qu'aux États-Unis, il y a une réelle culture de la célébrité, et évidemment le désir de devenir une célébrité, avec les téléréalités et tout ce genre de bêtises. Donc si tu publies une annonce locale disant « Je recherche un acteur, un jeune, pour jouer dans un film de basket, de skate ou de surf », tu vas te retrouver avec une file de 1000 jeunes dans la rue, dans chacune des villes où tu te rends. Comme ils postulent pour American Idol, La Nouvelle Star, c'est obligatoire. En Australie, ce n'est pas le cas, car ils n'accordent pas de valeur à cela dans leur culture. C'est une culture de la classe moyenne, ils ont un mode de vie confortable, les jeunes vont surfer, ils vont à l'école, ils ne sont pas préoccupés par ce genre de choses, pas autant que les Américains. Donc, pour les atteindre et avoir accès à ces jeunes, qui étaient déjà acteurs et qui avaient envie de le faire, c'était vraiment dur.
À la fin, nous avons fait une annonce sur Internet, dans les environs de Queensland, pour faire des castings dans le coin. Et à ce moment, Lachlan lui-même recherchait des castings. Il était un jeune acteur ambitieux à l'époque. Il émergeait tout juste. Il a commencé par se dévaloriser. Je ne suis pas un grand surfeur, mais je surfe. J'ai grandi dans une communauté de surfeurs. J'ai 19 ans, donc peut-être pourrais-je passer une audition. Et nous étions à 3 semaines du tournage, donc nous avions besoin de quelqu'un rapidement. Il a auditionné, et j'ai dû travailler un peu avec lui pour voir si je pouvais approfondir sa performance et voir s'il pouvait coller au personnage, celui que j'avais en tête. Et il y est parvenu. Mais ça a pris du temps. C'était très drôle. Je pense que c'est parce que, étant américain, j'ai simplement créé un archétype américain pour un film australien. Pour le casting des personnages. Donc le défi, pour quelqu'un qui est australien, à cet âge, est très dur. Mais à la fin, nous l'avons eu. Nous avons réussi. C'est tout ce qui importe. Ce n'était pas si simple. Comment est-ce que j'ai réalisé les scènes de surf et celles sous l'eau? D'abord, quand j'ai eu l'idée en écrivant le script, c'est-à-dire quand j'ai eu un vrai script en 2002, j'ai rencontré un fantastique surfeur, Tim Bunide. Il avait réalisé de nombreuses vidéos de surf, des vidéos de surf de lui-même, surfant. C'était donc un vrai professionnel. Il connaissait bien l'industrie, le milieu, les gens à engager, où positionner la caméra. Il savait ce que cela allait représenter en termes de production. Il savait comment aller droit au but pour ce genre de choses. Tim a amené son équipe de 4 ou 5 gars. Donc nous avions 4 personnes pour filmer les scènes de surf à différents moments. Richard McClark était notre directeur photo. Il décidait de quelle séquence nous allions tourner. Il a tourné le film Super 16. Il décidait de quelle caméra serait utilisée sur le terrain. Il a décidé de ce que les caméramans utiliseraient. Nous avions un caméraman qui filmait les séquences de surf, tout ce qui concerne le surf en action. Et nous avions un caméraman pour filmer l'action dramatique autour du surf. Tous les dialogues dans l'eau, tous ces trucs. Donc nous avions tous ces caméramans partout. Et travailler dans l'eau est imprévisible, bien sûr, ainsi que le temps, les vagues, tous ces éléments. Donc on pouvait tourner n'importe comment et ruiner l'intégralité du budget. À vrai dire, à la fin, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire que c'était effrayant pour la production de voir tout cet argent s'échapper. Nous avions commencé par tourner les scènes dans l'eau et de surf la première semaine, dès les premiers 10 jours. Donc ils ont vu la moitié du budget se jeter littéralement à l'eau. Et il y avait cette panique. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas dépenser autant d'argent sur Terre, car nous n'avons qu'une caméra. Nous allons voir combien d'acteurs font partie des scènes, et nous tournerons dans une maison, donc ça ne va pas être le même genre de dépenses. Cependant, pour filmer les séquences de surf, ce que nous avons fait, enfin ce qu'ont fait les caméramans, ils avaient une caméra sous l'eau. Une caméra normale, comme la vôtre, excepté la bobine. Ils l'ont mis dans une protection imperméable, une sorte de bulle qui protège de l'eau et des choses, et de tout ça. Ils l'ont attachée autour d'eux, autour d'autres choses, auxquelles ils avaient accès facilement, afin qu'ils ne perdent pas la caméra.
S'il survenait qu'une vague les frappe, ou dans le cas d'une chute, ils sont restés totalement immobiles dans l'eau, entre les vagues. Et pour filmer, ils s'alignaient dans l'axe du surfeur qui arrivait. Et ils savaient exactement, enfin, ils connaissaient eux-mêmes le surf. Ils connaissent les mouvements des surfeurs et des vagues. Et si un surfeur arrive par la gauche en surfant droit, ils savent exactement comment se déplacer selon le mouvement des vagues, pour positionner la caméra. Et selon comment le surfeur passe, alors tu obtiens cet effet de l'eau recouvrant la caméra. Tu obtiens ce merveilleux effet qui en réalité n'en est pas un. Être sous l'eau, en surface, et puis l'action. Donc c'était totalement simple, mais ça faisait son effet. La clé est que tu dois engager des professionnels. Tu ne peux pas croire que tu vas juste y aller, filmer du surf. Tu as besoin d'une caméra et de quoi la protéger sous l'eau. L'eau est très dangereuse, car tu dois travailler avec des planches, de la fibre de verre, les vagues, les éléments, et les jet skis, et tout ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'équipements, on peut facilement se blesser, et on peut facilement blesser quelqu'un. Tu as vraiment besoin de bonnes personnes. Finalement, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes. Dans les faits, dans le passé des personnages, le plus vieux frère, Victor, a une mère différente des deux plus jeunes frères. Les photos qu'il regarde au début du film, comme nous le montrons, sont celles de sa mère quand il était petit garçon. La vie qu'il aurait eue si elle était encore en vie. Mais elle est morte d'un cancer, dans la trame de fond, et son père vit avec ce chagrin et le processus d'adaptation de sa mort, durant lequel il rencontre la nouvelle mère, la nouvelle épouse. C'est pourquoi le personnage de Victor, à l'âge de 7-8 ans, a cru qu'on lui volait sa vie. Puis viennent ses deux jeunes jumeaux, et il les rejette. Il a une nouvelle mère, ainsi que ses deux jeunes enfants, avec lesquels il doit cohabiter. Tout cela est instauré dès le début du film comme un conflit en arrière-fond. J'ai beaucoup parlé avec les acteurs à propos de cet ensemble. Comment ils devraient définir leurs attitudes les uns par rapport aux autres. Et finalement, pas mal de garçons avaient déjà eu affaire à des choses semblables dans leurs expériences personnelles. Divorce, remariage. Le garçon qui joue Victor a beaucoup de frères. Ce sont ses vrais parents, mais beaucoup de frères. Il a grandi dans une maison pleine d'enfants. Donc il connaissait déjà la dynamique de l'entente fraternelle et tout ça. En ce qui concerne les jumeaux, Jesse et Fergus, ce n'est pas vraiment une relation spécifique aux jumeaux en général. Mais c'est ici la manière dont ils vivent et partagent leur chambre. J'ai toujours pensé qu'ils étaient la moitié d'un ensemble. Quel que soit l'un, l'autre était son contraire. Jesse était hétéro, Fergus était gay. Jesse faisait du surf, Fergus non. Jesse n'était pas un télo, Fergus l'était et entreprendrait une carrière professionnelle. Donc tout se passait bien pour lui. Mais en tant que jumeaux,
Ils se complétaient l'un l'autre. Nous avons beaucoup travaillé dans la préparation du jeu des acteurs pour cerner les conflits intérieurs des personnages et aussi pour cerner ce qu'ils avaient en commun, de quelle façon ils étaient connectés, quelles étaient les choses qui les unissaient. Bien sûr, quand survient la mort de Victor, ils vont automatiquement recréer un lien et le partager. La mort de Victor est un épisode nécessaire pour réunir les deux personnages entre eux, Jesse et Fergus. Et à la fin, nous les voyons passer du temps ensemble et avec leurs amis, partager le monde de Victor et le leur monde plutôt. Donc cela a donné une direction pour le film. J'ai un grand frère et une petite sœur. Je suis au milieu de ces deux enfants. Et j'avais une relation conflictuelle avec mon grand frère quand j'étais enfant. Donc, j'ai retracé beaucoup de ce que j'ai vécu. Mon frère était doué en sport et je ne l'étais pas du tout. Lui préférait les sports d'équipe, moi je me suis dirigé vers les sports solitaires. Donc, je pouvais facilement ressentir la réalité de Fergus et un peu de la réalité de Jesse. Je pouvais me reposer sur mon frère en tant qu'arrière-plan personnel. Comment il faudrait jouer un personnage tel que celui de Victor. What the fuck? Just kick you out again. Go in my room again and I'll fucking kill you. Oh, nice hair there, fagos. I think that deserves a noogie, don't you think? Victor, I ain't having your bullshit in this house. It's alright. Won't be here long. Good. Fuck off, man, no! Hey, watch your language. Hurry up! Occupied. That's it, I'm gonna shit on your pillow. Hey, come on. Yeah, oh, bash the guitar. Yeah, it's right. Fuck yeah. Dun 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 dun. Boing. Oh, you can't. J'ai écrit la scène des funérailles de Victor, ainsi que la cérémonie dans l'eau. Le garçon qui joue, l'un des amis de Victor, son nom est James Striglon, c'est un surfeur professionnel. Et maintenant il va devenir un mannequin professionnel. Il fait les deux. Il est venu me voir très naturellement et m'a dit « Tu sais Dan, dans le surf, nous avons un cercle de parole, ce que je savais déjà. Je l'avais écrit et j'avais des photos de ça que je partageais pour montrer ce que j'attendais. Mais ce que nous faisons aussi, nous répandons de l'eau sur nous comme un baptême dans un sens, pour amener l'énergie du surfeur que nous avons perdu, qui se perd dans notre propre énergie. Et ainsi, nous le laissons partir. Je ne savais pas cela. J'ai réellement laissé les acteurs, surfeurs et les Australiens évoluer ensemble et assimiler cette culture que je m'étais représentée avant de faire mon film. Et ils ont partagé avec moi leurs expériences pour baser le film sur l'authenticité. Il a donc dû jouer un personnage très moderne, mais il était capable d'apporter un aspect véridique à cette scène. Ça a apporté ce point de vue et cet effet-là.
Plein de gens, de tous les âges, toutes les cultures, hommes ou femmes, surfeurs ou non, sont venus à moi pour me parler de cette scène en particulier et comment ils procèdent avec l'eau et eux-mêmes et la méditation autour de cela. C'est le soulagement apaisé de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, et c'est très triste. Donc c'était un cadeau de la part de James. J'avais déjà écrit l'idée du cercle, le positionnement et la place de chacun, mais l'action interne au personnage, en rapport avec l'âme du surfeur, était un don de James. Mais c'était beaucoup de plaisir aussi. C'était très bien d'avoir cet aspect particulier dans le film. Et sur le papier, ce n'est pas tout le film. Je crois, à bien des égards, que les images issues de la culture du surf et la tension sexuelle entre les personnages masculins est une vision très réaliste. Mais en même temps, il y avait quelque chose de tout particulier, porté par le milieu du surf. Leur propre mythe était perturbé. Je pense que les dieux de la vague montrent cette réalité par bien des aspects. Ils démystifient cela. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais me débarrasser d'un mythe et me confronter à la réalité. Et j'ai surfé tout récemment. J'ai commencé à surfer à 33 ans et je suis gay. À vrai dire, pour moi, interagir avec les surfeurs et évoluer dans leur communauté est par de nombreuses façons ce que Fergus a expérimenté. Certaines personnes disaient « Oh, mais les surfeurs ne font pas ça, ils ne font pas ce genre de choses. » C'était exactement mon expérience. Donc je sais que c'est vrai. Et après, j'allais parler aux jeunes qui étaient dans le film, et ils me disaient « Ah oui, c'est exactement ça. » Andy réagissait de telle manière face à Fergus, un autre se moquait de telle manière de Fergus et Andy. Jessie en aurait marre de ça. Et puis nous avons projeté le film. Et les gens de Newcastle et de la communauté du surf d'Australie et les surfeurs du sud de la Californie ont dit « Oh non, nous n'avons pas de gays dans le milieu du surf. » J'ai dit qu'ils étaient fous. C'est intéressant d'avoir un film comme celui-ci, qui pose un miroir face à la réalité, avec des nuances, avec la scène des funérailles, le fait qu'ils aient survécu, et la manière dont ils se perçoivent, mais aussi le fait qu'ils ne veulent pas se voir comme ça, et ils observent ce qui se passe en eux. J'étais fier de ça. C'était un processus délicat. De sortir du film, en Australie, à cause d'une presse agressive. Ils voulaient vraiment conserver ce mythe. Ils rejetaient cela. Finalement, je pense que le film a fonctionné par lui-même. Et je suis fier d'avoir pu capturer ce milieu sous cet aspect. Looks like a face. You mean the saucepan? Yeah. Looks like one of those faces Picasso paints, doesn't it? See? The eyes, the nose, and those stars over there look like a mouth. Wait, you know who Picasso is? Yeah, I'm not an idiot. It's just that when I tell people it looks like a face, they just think I'm weird. Well, you are. What do you mean? Just messing with you. J'ai souvent eu cette question au festival de films. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce propos sur Internet. Pendant que j'écrivais et que je réfléchissais aux personnages, et pendant que je parlais aux acteurs et les investisseurs, et tout ça, ce n'était jamais entrevu comme un film gay. C'était un film sur le surf, avec l'un des personnages gays qui a un faible pour un personnage qui a une sexualité indéfinie. Et beaucoup de gays qui ont commencé leur sexualité quand ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Je crois qu'ils ont oublié cette période quand ils n'avaient que 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et dans une petite ville, dans un environnement étranger à soi, car Fergus était étranger au monde du surf, tu n'as pas nécessairement le courage d'amorcer un baiser, ou quelque chose comme ça.
Je ne l'aurais moi-même sûrement pas fait à cet âge. J'ai voulu capter cette vérité à l'âge du personnage. Et encore une fois, me confrontant au mythe, je crois que les gays aiment tout autant avoir leur propre mythe, de la même manière que les surfeurs le font. Et j'aurais embrassé le garçon. Oui, tu l'aurais fait dans ta tête. L'aurais-tu fait, ou même l'as-tu fait quand tu avais 17 ans ou 16 ans, dans cet environnement particulier? Probablement pas, la plupart du temps. Donc encore une fois, je pense que c'est une peinture vraie de tout ça, surtout dans ce genre de petit environnement, dans le milieu du surf en Australie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas éventuellement embrassés, ou qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel, peut-être pas. L'aspect le plus important que je voulais donner au personnage était une amitié. Je voulais que ce soit une amitié avec une tension sexuelle, mais je ne voulais pas que le film soit à ce propos. Je ne voulais pas que ce soit la trame essentielle. Il y a une trame. Le plus important était que dans le contexte du film, Jesse, qui a une opinion très définie de comment devrait être la vie, soudainement a un problème avec Fergus, dans son monde. Et Fergus parvient à devenir le meilleur ami d'un de ses amis. Et pour moi, c'était le plus important. Définir cette relation et s'y investir. Plutôt qu'un baiser ou une relation d'ordre romantique. Bien sûr, Fergus est totalement charmé par Andy. Il est amoureux de son visage, sa beauté, de tout ça. Et je voulais aussi montrer qu'Andy était d'accord avec ça. Il n'était pas gêné d'être apprécié à ce niveau-là, sans que cela devienne nécessairement une relation d'ordre sexuel. Donc, encore une fois, c'est une chose que de nombreux gays voudraient voir. Ils voudraient qu'ils aient une relation sexuelle. Ils veulent voir cette vision d'eux-mêmes sur l'écran, et je comprends ça. Mais pour moi, ça n'aurait pas été véridique en ce qui concerne les personnages dans ce contexte. Ce que je pourrais dire, c'est intéressant de faire un film à propos d'une culture différente. Je veux dire, je ne suis pas australien. Je n'étais pas vraiment un surfeur. J'ai fait du surf, mais je ne suis pas un surfeur. Donc venir comme un étranger dans ce monde, c'était d'ailleurs l'un de nos atouts de vente aux Australiens. Pourquoi je devais faire ce film? Pourquoi ce serait un film de démystification? Parce que je n'ai pas le bagage d'avoir grandi dans cette réalité. Quelle que soit la réalité, tu as un bagage. Celui de l'endroit où tu as grandi. Donc le fait de ne pas être ni australien ni surfeur, je pouvais voir les choses objectivement, de la manière dont parfois elles me parviennent. C'était une grande partie de comment le film était réalisé et comment l'histoire était racontée. C'est selon la perspective d'un étranger, et je pense que cela donne une couleur différente. J'aime cette partie du travail d'un réalisateur de film. Et avec de la chance, j'espère continuer ça encore longtemps.